On va commencer l'enregistrement, commencer la séance conseil. Les séances. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Bienvenue à la traditionnelle séance extraordinaire du Conseil municipal pour adopter le budget de la municipalité, le plan triennal d'immobilisation. Alors, on a quand même une demi-heure qu'on a prévue dans la séance régulière. Alors, les deux présentations vont être faites par notre invité spécial, notre trésorière, la trésorière de la municipalité, coordonnatrice aux finances, Chantal Charret. Bonsoir, Chantal. Alors, Chantal va présenter donc l'essentiel, les grands faits saillants du budget de TPI, qui est suivi de nos résolutions en bonne et due forme et de vos questions pour terminer cette séance. Alors, d'abord, j'invite la greffière, Brigitte Boisvert, à prendre la parole concernant la conformité de la convocation. Dans les faits, l'avis de convocation va être signifié à tous les membres du Conseil, convoqués par l'article 153 du Code municipal du Québec et j'en fais mention au procès-verbal. Merci. Donc, bonne soirée à tous et à toutes. Et je laisse la parole à Mme Charret. Bonsoir à tous. L'ordre du jour, oui, c'est vrai, excusez. Bonne et due forme, donc, je prendrai une proposition pour l'ordre du jour à ma droite. Bien sûr, je propose d'approuver l'ordre du jour présenté par Mme la mairesse. Présentation du budget, programme triennal d'immobilisation du 2025, 26, 27, montrant différents graphiques par la trésorière et coordonnatrice aux finances et le directeur général. Good. Alors, à vous, Chantal. Donc, on va mettre à l'écran les données. Bonsoir à tous. Comme vous le savez, l'année 2025 est une année de dépôt de rôle, un nouveau rôle. Puis, comme bien des municipalités, vous avez sûrement remarqué que Offord n'échappe pas non plus à la hausse marquée des valeurs des propriétés. Donc, avant de présenter le budget, je veux juste faire un petit topo des valeurs, des augmentations moyennes par catégorie dans la municipalité du canton d'Offord. Je m'attendais une petite seconde, Chantal. Oui. C'était un peu long à ouvrir comme pas. Voilà. Allez le dire. Oui, un nouveau rôle. Merci, Chantal, je suis prête. Tu peux passer à la page suivante, le tableau. Donc, ici, à l'écran, vous avez le tableau des données comparatives entre le rôle 2024 et le rôle 2025 par catégorie qui a été préparé par notre évaluateur Jean-Pierre Pedrin. On remarque que la catégorie résidentielle. Maintenant, il va en avoir. Donc, passons maintenant à la présentation du budget pour 2025. Il y a un accroissement des dépenses de 7 pour un budget total de 13 523 743 $. Je vais vous présenter le détail du budget. Premièrement, il faut savoir que malgré que l'IPC est revenu plutôt à la normale, nous, les fournisseurs, l'IPC, ce n'est pas nécessairement 2 %. L'indexation est encore assez élevée, donc on est pris avec nos fournisseurs puis les augmentations de coûts. Si on regarde par fonction le budget, en administration, on a une augmentation de 494 500 $ de dépenses. C'est principalement expliqué par le rapatriement de certaines dépenses qui étaient réparties dans plusieurs fonctions qu'on a ramenées en administration. Il y a aussi la création de postes.
et l'achat de nouveaux équipements, de nouveaux logiciels pour améliorer la productivité. Et aussi, pour 2025, c'est une année d'élection, donc des dépenses d'élection qui ne sont pas là habituellement. Donc, c'est ce qui explique principalement l'écart en administration. Au niveau de la sécurité publique, vous pouvez remarquer qu'il y a une diminution de 87 000 La sécurité publique, ça inclut le service de police, le service incendie et la sécurité civile. 87 000 parce que c'est sûr qu'il y a une augmentation au niveau de la régie de police de 5 donc, puis une diminution au niveau de l'incendie de 140 000 Ensuite de ça, au niveau du transport, le transport, ça représente tout ce qui est travaux publics qu'on appelle, le déneigement, la signalisation et le transport adapté. Les principales augmentations pour le 113 000 c'est principalement au niveau de l'entretien des chemins. En hygiène du milieu, vous pouvez remarquer une diminution de 189 504 L'hygiène du milieu, c'est l'aqueduc, l'égout, l'épuration des eaux, les matières résiduelles. Qu'est-ce qui explique une diminution? En fait, c'est que l'année passée, on avait prévu la vidange des étangs aérés de 200 000 et cette année, la municipalité, en fait, les municipalités ne sont plus responsables de la collecte des matières recyclables. C'est maintenant la MRC, donc cette dépense-là n'est plus dans notre budget. Mais par contre, on a un accroissement au niveau des dépenses en eau potable, principalement parce que nous, on se crée des réserves pour être capable de pallier s'il arrive des bris ou un imprévu. Donc, on augmente la cotisation pour augmenter notre réserve parce que présentement, on a seulement 20 000 en réserve pour fait que s'il arrive un bris, on est un petit peu... on pourrait être pris de court. Oh, oui, exactement. En épuration et en égout aussi, c'est un peu la même chose. C'est pour accroître la réserve en eau usée en cas d'imprévu. Et enfin, il y a les contrats de collecte de matières résiduelles et compostables, ainsi que l'enfouissement et les traitements, dont on a renouvelé les contrats cette année et ont une augmentation d'à peu près 24 Donc, c'est ce qui explique que la baisse n'est pas aussi grande par rapport à l'année dernière. Ensuite de ça, au niveau de l'environnement, il y a une augmentation des dépenses de 140 000 principalement expliquée par le coût des vidanges de fosses septiques qui ont augmenté. Il y a aussi une somme qui est affectée au plan d'action des GES, une étude hydrogéomorphologique au niveau de la chaîne des lacs et des améliorations à la station de lavage qui sont prévues. La vie communautaire, ce qu'on appelle santé et bien-être, là-dedans, on a le remboursement des 15 jours. C'est principalement ça et la politique de MADA qui explique l'augmentation de 11 000 En urbanisme et en développement économique, il y a une diminution de 69 000 principalement des honoraires l'année dernière qui n'étaient pas récurrents et des dépenses qui ont été ramenées aussi en administration. Au niveau de loisirs et culture, c'est à peu près équivalent le budget. Il n'y a pas vraiment une grosse économie. Service de la dette, c'est la même chose. Et dépenses d'investissement et affectation, il y a une différence de 400 000 dépenses d'investissement, c'est le lien piétonnier qu'on paye à même le budget de fonctionnement. Et les différences, dans le fond, c'est que nous, on taxe la réserve voirie, qu'on envoie dans la réserve voirie. Fait qu'on vient comme créer une dépense de 900 000 qui s'en va directement à la réserve. C'est ça l'explication au niveau des affectations. Donc, ça ferait le tour au niveau des dépenses 2025. Si on regarde un peu la répartition des dépenses en pourcentage, on voit que c'est la sécurité publique avec 20,24 qui est de notre budget. Ensuite de ça, il y a le transport qui représente 18,77 l'administration 17,8 et l'hygiène du milieu pour 12,42 du budget. Ça, en tout, ça fait à peu près 70 du budget, ces quatre fonctions-là. Ensuite de ça,
Ben, qui dit budget dit un budget équilibré, donc ça prend des revenus pour venir équilibrer. Si on regarde les revenus, la taxe foncière augmente de 424 000, passant de 7,8 millions à 8,2 millions. Les taxes non résidentielles augmentent de 63 000 Tarifs et compensations, là-dedans, on a la taxe aqueduc, la taxe d'égout, la taxe matière résiduelle, la taxe de déneigement pour les chemins privés, qui augmente de 245 000 Taxe amélioration locale, c'est ce qu'on appelle les règlements d'emprunt qui sont sur vos comptes de taxes. Donc, tout ce que vous payez, c'est les taxes de secteur, puis les règlements au niveau de l'aqueduc, l'OSE, ces choses-là. Les enlieux de taxes, c'est le gouvernement qui vient compenser ces terres ou la CEPAC, parce que lui ne paye pas de taxes, mais nous donne un montant en retour. Donc, au niveau des enlieux de taxes, on a une petite baisse parce que la valeur n'a pas augmenté autant que notre taux de taxe. Au niveau des transferts, ce qu'on appelle ici subvention, il y a une diminution parce que tantôt, je vous ai dit qu'on n'était plus responsable du recyclage. Donc, vu qu'on n'a plus la responsabilité, on perd aussi une subvention de 226 000. C'était à peu près compensé par Recyc Québec, la dépense et la subvention. Donc, on l'a diminué de ce montant-là. Mais par contre, on reçoit un 100 000 de plus parce que le gouvernement partage un point d'augmentation de TVQ parce qu'on ne récupère pas 100 de la TVQ, nous, comme municipalité. Donc, il nous donne une compensation là, en subvention. Ce qui explique que la baisse est juste de 148 000 plutôt que le montant de 226 000. Dans le autre, c'est principalement les droits de mutation, les permis de construction, les revenus d'intérêt. Et cette année, bien entendu, on tient compte aussi de la vente des équipements d'incendie et les camions pour un montant de 1 774 000, donc une augmentation de 297 000, ce qui donne au total 13 523 743 comme les dépenses. On voit le même graphique pour les revenus. Dans le fond, on voit que la taxe foncière, c'est 61 des revenus de la municipalité. On voit aussi que la taxe non résidentielle, 2 tarifs et compensations, donc ce qui est sur base de tarification, 14 Et l'autre montant important, c'est les autres revenus, principalement les droits de mutation de 13 En gros, cette année, la municipalité va avoir une hausse de la taxe foncière de 4,24 pour une propriété de valeur moyenne. On va voir un peu plus loin qu'est-ce que la propriété de valeur moyenne. Dans ce tableau-là, on va prendre la partie du centre où les taux sont regroupés. On voit que le taux de taxe résidentielle passe de 0,55 l'année dernière à 0,3755. C'est sûr qu'on ajuste notre taux vu que la valeur foncière augmente. On vient le diminuer. Les terrains vagues desservis passent de 0,7510 à 0,5055. La taxe non résidentielle 78,82 à 60,82 et la taxe sur les immeubles industriels 0,5803 à 0,4435. Et on voit que la tarification un petit peu plus bas. Au niveau des égouts, ce que je vous disais tantôt, on va augmenter la tarification assurément pour augmenter les réserves. Donc, l'égout augmente d'environ 20 l'aqueduc de tout près de 30 les matières résiduelles, c'est là que je disais, là, nos contrats ont augmenté énormément, donc tout près de 40 Le mesurage des fosses septiques lui reste quasiment pareil et le déneigement des chemins privés de classe 1 et 2 augmente d'à peu près 1,5 comme nos contrats de déneigement. Donc, je vais vous expliquer un petit peu l'impact sur le compte de taxes. Il faut savoir que présentement, la valeur moyenne d'une propriété à Offord, c'est 414 377 et que pour le rôle 2025, cette même propriété-là devient 639 031 donc une augmentation de 54
Si on prend une maison unifamiliale de valeur de 639 000, ben, pour un écart de 54 avec les 3 services, donc la deuxième ligne, le compte de taxes va augmenter de 185,62 $. Si on prend par contre une maison unifamiliale où il n'y a pas de service sauf les matières résiduelles et le mesurage des fosses septiques, donc le troisième livre, l'augmentation sera de 137,48 $, ce qui équivaut à 5,42 $. Et là, après ça, on voit les autres pourcentages dépendamment des services. Juste en terminant, je vais juste vous présenter l'état de la dette de la municipalité. En vert, c'est les taxes de secteur. On voit que la taxe de secteur va diminuer en 2027 énormément. Il y a beaucoup de remboursements là, qui vont se terminer en 2026 et aussi en 2029. Et la ligne jaune, ça c'est la taxe générale. Celle-ci va diminuer, mais pas drastiquement autant qu'au niveau de la taxe de secteur, mais en 2029, ça va venir diminuer et ça va y aller graduellement jusqu'en 2039. Donc, l'effet saillant à retenir du budget, on a un accroissement des dépenses de 7 qui est relié principalement à l'augmentation importante du coût des contrats des matières résiduelles et des matières compostables, des investissements supérieurs pour l'entretien des chemins, les acquisitions de nouveaux logiciels, renouvellement d'équipements, des augmentations des réserves aqueducs et voiries pour faire face aux imprévus, ce qui génère une hausse du compte de taxes entre 4,24 et 6,65 si on inclut l'augmentation des services. Donc, ça, c'était pour le budget de fonctionnement. Merci. Ensuite de ça, ensuite de ça, la municipalité est obligée à chaque année de préparer le plan triennal des immobilisations, c'est-à-dire sur un horizon de 3 ans, il faut évaluer quel projet on veut faire. Donc, pour les années 2025 à 2027, la municipalité prévoit réaliser des investissements pour plus de 25 400 000 $ qui sont répartis comme suit. 7,3 millions en 2025, 10,2 millions en 2026 et 7,9 millions en 2027. Donc, les projets majeurs que la municipalité souhaite réaliser au cours des 3 prochains exercices, le centre multifonctionnel et la place du marché pour 7,8 millions, l'amélioration du réseau routier pour 9,8 millions, l'infrastructure mobilité active pour 1,4 million et l'aménagement des parcs et espaces verts pour 370 millions. Il n'y a pas juste ça dans le PTI, donc on va voir un petit peu plus en détail les projets au niveau des infrastructures. L'investissement sur 3 ans représente 15 500 000 $. En voirie, on prévoit reconstruire une partie des chemins haute terre et ferme en 2025, ainsi que la reconstruction d'une partie de grande ligne et du chemin de la colline aussi en 2025. Il y a la reconstruction d'une partie du 13e rang en 2027, soit de 5,5 millions. L'amélioration autre du réseau routier pour 2026-2027, il y a un montant de 1,7 million qui sera réservé à ça. En aqueduc égout, il y a un poste de surpression d'aqueduc qui devrait être construit pour 800 000 $ et on souhaite continuer le remplacement des conduites d'égout du secteur Chéribourg qui ont été commencées cette année et qui se poursuivront en 2026. Il y a aussi des investissements, comme je disais tantôt, en transport actif et en loisirs. Pour la piste cyclable du segment C devrait être réalisée cette année en 2025. Et des liens piétonniers et cyclables seront aussi réalisés entre 2025 et 2027. Il y a d'autres infrastructures, comme la réfection du barrage du lac Écluse, qui devrait être aussi réalisée en 2025. La remise en fonction du bassin Jet Bleu, aussi en 2025.
et l'aménagement des parcs et espaces verts qui se passe sur 3 ans, de 2025 à 2027, selon le plan directeur des parcs et espaces verts. Il n'y a pas juste au niveau des infrastructures, il y a aussi au niveau des bâtiments que la municipalité souhaite réaliser des projets, dont en loisirs et culture, la construction d'un centre multifonctionnel et l'aménagement de la place du marché. En administration, il y a l'agrandissement de l'accueil de la mairie qui sera fait en 2026. La sécurité publique, plutôt la sécurité civile, d'installation d'une génératrice. Et enfin, en d'autres investissements qui seront faits en environnement pour le travaux du ruisseau Fleur de Mai, l'amélioration de l'éco-centre qui sera fait aussi en 2025. La municipalité souhaite aussi renouveler sa flotte de véhicules et de machinerie au niveau des travaux publics de 2025 à 2027. Il y aura des investissements à faire. Il y aura des équipements de travaux publics de 30 000 $ aussi en 2025 et divers autres projets en 2025 et 2026. Donc, c'était la présentation du plan triennal d'immobilisation. Merci beaucoup. Excellent, c'est super. Merci beaucoup, Chantal, pour cette présentation. Donc, je continuerai formellement dans les adoptions que nous avons ce soir. Donc, en 2.1, donc en bonne et due forme, si on souhaite adopter le budget, c'est le temps de le faire. Sinon, on prendrait une proposition pour adopter ce budget 2025. Bienvenue. En considérant le premier paragraphe de l'article 954 du Code municipal, je propose d'adopter le budget pour l'exercice financier 2025 qui prévoit les revenus et les dépenses de 15 723 000. Comme décrit à ce qu'on vient de voir, il y a une annexe qui va être jointe. Et que je propose aussi que le document explicatif soit publié dans le journal Le Reflet du Lac, conformément à l'article 957 du Code municipal. Merci, M. Lauzon. Alors, concernant le PTI, donc, je pense que le conseil municipal va faire la proposition formellement. Oui, merci. Dans le respect de l'article 953 du Code municipal du Québec, je propose d'adopter le programme triennal des immobilisations 2025, 2026, 2027, tel que décrit à l'annexe jointe de la présente résolution, et que le document explicatif soit publié dans le journal Le Reflet du Lac, conformément à l'article 957 du Code municipal du Québec. Merci beaucoup. Merci, M. Bousquet. Ça va? Bonsoir, mesdames. Ça va bien. Alors, voilà. Donc, il y aura des questions sur le budget. Donc, d'abord, je vais laisser des personnes dans la salle à lever la main. D'abord. OK. Et donc, vous savez que le micro sert aussi à ce que les gens à distance puissent vous entendre. Donc, c'est pour ça qu'on va vous inviter à l'avant. Donc, en salle, je pense qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir. Pour le moment, est-ce qu'on en voit? Pas pour le moment, mais ça vous donne quelques minutes, là. Donc, alors à vous, mon cher. Bonjour. François Gravel, rang 13. Oui, j'ai vu la réflexion du rang 13 était remis à 2027. N'était pas supposé être plus tôt que ça dans le dernier projet de voirie? Oui, bien, en fait, c'est qu'on a eu c'est une question de financement. Puis, Jean-Jacques pourrait compléter, mais il y a eu un retard de presque 1 an sur la confirmation du budget d'une aide financière. Donc, ça, c'est d'une part de la part de la MRC. Donc, et pour les ajustements, est-ce qu'il y avait qu'est-ce qui était prévu? Effectivement, bonsoir, M. Gravel. Oui, le 13e rang, la portion entre le chemin des fermes et le chemin Alfred Desrochers, qui est à reconstruire, a été reportée dans le temps, compte tenu effectivement d'une aide financière qui est nécessaire pour la reconstruction du 13e rang. La municipalité veut adhérer à un programme qui couvre 75% des coûts qui est proposé par le ministère des Transports. Par contre, les enveloppes sont en fonction des MRC et la MRC de Manfred-Magog doit donner un mandat
à une firme de génie conseil qui fait l'évaluation de tous les chemins qui étaient couverts dans la réforme Ryan en 1993. Et de là, après ça, les MRC, oui, Ouais, pas sortir du bois. pour les gens à distance, hein, les gens dans la salerie, oui, on est vraiment, on remonte en 93 avec la réforme Ryan. Et dans le fond, il faut que ce travail-là soit complété. Donc, la MRC a eu de la misère à avoir des ingénieurs, donc ils ont été obligés de reporter leur projet en allant dans une deuxième demande de prix. J'ai pas rêvé. C'était Vous avez pas supposé rêvé. être Donc plus là, vite, mais on c'est... espère, OK, avoir le résultat de l'étude d'ingénierie au cours de l'année 2025. Fait que là, nous, ça va nous permettre de faire notre avant-projet, OK, pour aller en appel d'offres en 2026 pour la réalisation en 2027. Donc, oui, le raison, là, c'est basculé. Bon, merci. Oui, merci à vous. Donc, si vous avez à venir à l'avant, vous êtes connus. Oui, bonsoir. Jean Nadeau pour la PLB. Dans le fond, est-ce qu'il serait possible d'avoir quelques détails au niveau du volet environnement concernant la protection des différents lacs qui sont sur le territoire? Je parle de l'ensemble des lacs et notamment bien du côté des soucis un peu qu'on a au lac Brompton, c'est-à-dire la protection du marais, qui est un joyau, la suite du projet J'adopte un tributaire, qui a fait des petits avec d'autres associations des lacs et qui nécessite un support pour une collaboration future. Et le contrôle, bien sûr, des espèces envahissantes, non seulement le myriophile qu'on connaît bien, mais vivipares georgiennes et chinoises qui sont récemment apparues au lac Brompton et qu'il faudrait pas attendre qu'elles rejoignent les petits amis du myriophile en termes d'importance et de quantité. Alors, donc, dans le fond, ma question, est-ce qu'il serait possible, sans trop prolonger, d'avoir quelques détails sur le volet environnement par rapport aux différents aspects de protection de l'ensemble des lacs du territoire? Merci. Il y a eu on maintient complètement les programmes de protection de lacs qui étaient existants en 2024. Et on rajoute un montant en fait, les sommes 2024 n'ont pas été complètement dépensées en ce qui concerne les protections de lacs. Donc, il y avait une limite de 10 000 par association. On avait quelque chose comme 40 000 de disponibles. Il nous restait un peu moins de 10 000 de disponibles. Ce qui fait qu'on a pris un peu de cet argent-là, puis on l'a mis dans le myriophile pour augmenter de 50 à 60 000 la somme réservée pour du myriophile présentement pour les associations de lacs qui en ont évidemment et qui vont faire des demandes en conséquence à l'extérieur du 10 000 La myriophile est traitée ailleurs. On aura évalué comment ça se fait, mais le programme est le même. On ajuste un peu les sommes, c'est tout, en ajoutant à peu près 7 globalement. Merci. Ça répond à votre question? Je pense que le défi demeure entier, toute la question de la prévention. Ça va être le 3e été l'année prochaine, je pense, c'est ça, pour la station de lavage. Donc là, c'est peut-être, je ne sais pas, là, ça va être, on va tenter d'avoir l'installation de caméras vraiment pour documenter l'utilisation. C'est qui, comment, y a-t-il des problèmes? Donc, l'objectif, c'est vraiment d'augmenter, d'une part, l'utilisation puis de nettoyage des embarcations. Il y a des pourparlers aussi qui se fait avec le parc national, avec la CEPAC pour aussi les lacs qui sont dans les parcs qui ne sont pas couverts. Mais de notre côté, on continue notre plan de match sur toute la question de la prévention, de l'information, parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre. Ensuite, l'éradication, il y a d'autres stratégies, puis vous le faites bien. Puis effectivement, on a nos programmes de subvention qui sont reconduits. Donc, ça va pour ça. D'autres sujets. Est-ce qu'en ligne, est-ce que... Oui. Il existe, en environnement, c'est beaucoup plus large. On a aussi la protection des berges, l'identification, des bandes riveraines, en tout cas, différentes choses. On a la station de lavage, on a prévu une certaine amélioration. On a fait le tour, mais on n'allait pas dans ce détail-là, mais au niveau des rencontres avec les associations, là, tout ça va être expliqué. Mais en gros, ça augmente, ça ne diminue pas. Ça peut rassurer tout le monde. Merci. Est-ce qu'en ligne, il y a des questions? Sinon, on prendrait peut-être... Oui, ben oui. Des questions d'ordre général ou on est encore dans le budget? Non, on est dans le budget, mais on terminerait là, le budget. Il était 29, ça va nous amener dans quelques
je sais pas, 5-10 minutes, en tout cas, ensuite, à 19h30 avec la séance régulière puis la période de questions. Mais voilà, écoute, je pense qu'effectivement, la présentation a été très claire. Je pense que d'année en année, on s'améliore pour en mesure de vous donner l'information juste. Alors voilà, donc si je comprends bien, donc, je prendrais une proposition pour la séance, cette séance extraordinaire qui a adopté le budget 2025 et le PTI 25 à 2027. Alors, j'attends une proposition. Je propose la suite de la séance. OK. Extraordinaire. Merci beaucoup. C'est pour ça. Alors, ça fait, c'est levé. On a un petit 2 minutes de pause. Ou 1 minute. Ou pas du tout. On va décider. Est-ce qu'on fait? On va y aller avec le pas du tout. OK. Parfait. Oui. Donc, les informations pour le budget seront le PowerPoint en bon français aussi va être disponible sur notre site Internet dès demain. Et puis, n'hésitez pas, s'il y a des questions qui en continuent après coup, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Alors, bien. Alors, nous, on va serrer notre dossier de budget. Et puis, c'est ça. Donc, aller de l'avant avec la séance régulière du 2 décembre 2024 de votre conseil municipal. Alors, toujours dans mon petit mot de la mairesse, d'abord, j'aimerais en profiter pour féliciter la nouvelle conseillère municipale du district 5, Mme Diane Boivin, qui a été élue hier, alors que joindra à nous au cours des prochains jours. Donc, félicitations, Diane. Et puis, bienvenue à nouveau au conseil municipal. Je vois que vous êtes en ligne. Ensuite, bien, je vais aussi profiter ce soir de cette séance du mois de décembre pour féliciter le comité d'embellissement de la municipalité. Il y a des bénévoles et une horticultrice que vous connaissez probablement, Corinne Thibert-Ducharme. Vous avez vu d'entrée de jeu au début, on a fait, Mme Martine Javelin a fait un montage, les décorations qui s'ajoutent au village en bois, à travers la lumière aussi. Alors, c'est des bénévoles avec donc Corinne Thibert-Ducharme qui font ça, qui mettent vraiment de la vie à chaque saison, et particulièrement à cette occasion des fêtes. Alors, je voulais vraiment les remercier, souligner l'excellent travail qui y est fait. Alors, chapeau pour ces lutins et cette belle créativité. Aussi dire que samedi prochain, là, quand même, c'est un rendez-vous. Hein, il y a la Offer 3.0 qui organise la fête de Noël. Et puis, il y a une nouveauté ce soir, là, en soirée. Donc, des fois, il y a des gens qui peuvent être intéressés davantage à aller au 5 à 7 ou en tout cas une petite marche avec un feu de camp. Donc, c'est une occasion pour se voir et puis se connaître. Donc, on sera là samedi prochain. Vous êtes vraiment les bienvenus. Pour le reste, bien écoutez, on est, en termes de dossiers, dans le fond, peut-être 2 dossiers que je voulais souligner ce soir. La première, c'est que la semaine passée, à la MRC d'Anne-Prémagogue, il y a le règlement concernant les milieux humides et hydriques. Puis je vois du monde dans la salle qui viennent du secteur des lacs, particulièrement de milieu rural, mais donc, c'est un règlement qui touche entre les terrains privés et publics de la MRC. Puis, il y a eu des représentations citoyennes suite au premier projet de règlement et des représentations. Le conseil municipal a travaillé vraiment, d'ailleurs, je salue le travail de mes collègues. Il y a eu énormément de travail qui a été fait pour suggérer les modifications au premier projet de règlement. Et effectivement, la MRC s'est montrée très ouverte aux propositions citoyennes et de la municipalité. Donc, on est extrêmement satisfait des modifications qui ont été apportées. Et donc, le projet de règlement, bien sûr, l'objectif, c'est la préservation des milieux humides et humides, c'est l'objectif ultime. En même temps, il y a quand même un encadrement très clair, peut-être une mise en valeur ici et là, ou en tout cas de voir s'il y a lieu d'intervenir. Ça pour dire que l'information, c'est une bonne nouvelle, on voulait vous la partager. Et je vous invite à aller sur le site de la MRC, Mme Prémagogue. Je ne sais pas si vous êtes ici ce soir, vous êtes en ligne parce que vous êtes intéressé à la vie politique municipale et MRCN. C'est assez extraordinaire l'information qu'il y a sur le site Internet. C'est extrêmement bien fait.
On a une MRC, d'ailleurs, on a un nouveau directeur général à la MRC d'Imprémaga qui est entré en fonction cette semaine. Bref, il y a un vent de nouveautés. Et pendant un excellent travail, extrêmement fiers. On est extrêmement fiers de faire partie de cette MRC. L'autre dossier, ben, c'est le dossier du bassin des jets bleus. Là. On l'a vu aussi au PTI, mais il y a eu quand même des communications qui se sont faites au cours des dernières semaines avec des citoyens. Mais j'aimerais quand même souligner que ce soir, il y a quand même des démarches d'acquisition de terrain qui étaient en cours, donc sont somme toute pratiquement terminées. Alors, on est donc à la planification des travaux et il y a un plan préliminaire là, qui est en cours. Mais donc, il y a certains propriétaires, là, il y a des propriétaires sur la rue des Jets Bleus qui ont entendu l'information publiquement, donc qui sont, eux, inquiets de ce qui va se passer. Alors, M. Lambert va les rencontrer, je pense, la semaine prochaine pour pouvoir répondre à leurs préoccupations. Et suite à ça, donc on va pouvoir aussi rencontrer les gens du groupe là, qui est représenté par M. Labbé, M. Jean, pour parler des travaux qui s'en viennent. Alors, je m'arrêterai ici parce que je sais que la période de questions nous permet aussi d'échanger, de préciser peut-être certaines choses. Alors, donc, voilà, si vous le voulez bien, si vous êtes d'accord, chers collègues, nous irions de l'avant avec la séance formelle. Donc, je prendrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui, bonsoir tout le monde. Je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté par Mme la mairesse Marie Boivin. Merci, Mme Javela. Alors, nous avons l'approbation de la séance du 4 novembre adoptée. Donc, je prendrai une proposition à cet effet. Oui. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre, rédigé par Mme la greffière. Merci beaucoup, Mme Blais. Alors, on a un dépôt à 2.1, un dépôt de documents. Alors, Mme Boisvert, vous nous en faites lecture. On les a devant nous. En fait, la situation budgétaire cumulative au 30 novembre 2024, la liste des comptes à payer en date du 30 novembre 2024, les dépenses des fonctionnaires ou employés conformément au règlement numéro 947 de novembre 2024, un procès-verbal de correction de la résolution numéro 2024-11 307. Merci. Ça nous amène à la première période de parole réservée au public. Donc, je vais, vous savez, 3 minutes d'intervention. Puis, bon, il y a une limite, j'ai l'habitude d'être bien patiente dans la durée, mais je vais quand même donc prendre les noms et les sujets des personnes qui souhaitent prendre la parole d'abord. Donc, je vais vous inviter à les indiquer à la greffière. Benoît Bazol. Oui. Projet d'extension du parc. OK. Monsieur, votre nom? Oui, Jacques Départ, chemin de Brompton, l'agrandissement du parc d'Arville. Ouais. Lucie Garand, concernant la fermeture de la caserne dans le secteur nord. Michel Comeau, même sujet. C'est beau. Comment? Michel ben Comeau. oui. D'accord, M. Bazot. Ah, OK, puis M. Berriot. Pour le projet au coin de Alfred Desrochers et le chemin du parc. Oui. Parfait, donc on part avec ça. Oui. Jean Nadeau, pour les travail de collaboration avec les 2 autres municipalités concernant station de lavage, réglementation et règlement de navigation tel que proposé par Transport Canada. C'est Il va nous prendre un bon esprit de synthèse pour vous suivre, mais c'est bon. OK, donc d'autres interventions, ça va? En salle, en Zoom, pour le moment, on en a. Oui, en Zoom, j'aimerais pouvoir prendre la parole, s'il vous plaît. Oubliez votre mail avec un indicateur sur le Zoom si vous voulez bien. Donc, mais en attendant, donc, commençons avec les gens de la salle. Donc, David, M. Bazoche. Benoît Bazoche, chemin des Bûcherons. Ma question est une question d'information. Évidemment, sur le parc d'extension, il y a eu plusieurs va-et-vient entre le ministère, la CEPAC, l'association des résidents. Et à l'heure actuelle, on est en attente d'une réponse, une réponse à la question qu'on leur a posée. Où en est le projet? Et on se demandait si vous-même, vous aviez des informations. Aux dernières nouvelles, ils travaillaient sur
une solution alternative au stationnement qui était normalement prévu dans la carrière des bûcherons. J'ai du mal à... Allez, je parle pas assez fort. OK, je vais parler plus fort. Merci. Pas de problème. Donc, je voulais savoir si on avait des informations sur les projets du ministère quant au stationnement qui devait se placer à la carrière des bûcherons. On entend d'autres rumeurs. Donc, avez-vous des informations? Il devait y avoir une réunion où ils nous convoquaient, vous, la ville, et nous, l'association. On n'a pas de nouvelles. J'ai M. Lambert, je pourrais compléter après. Et, la municipalité n'a pas plus d'informations que votre regroupement. J'ai discuté la semaine dernière avec Christian Pelletier, le directeur des parcs, et ce dernier était encore au même endroit, c'est-à-dire qu'il travaille à évaluer de nouvelles alternatives, mais il prenait en considération la nouvelle offre qui avait été faite, c'est-à-dire de faire un deuxième stationnement complètement à l'extrémité du chemin des Bûcherons. Donc, il ne m'a pas dit que c'était l'alternative finale retenue, mais il était bien saisi de cette nouvelle proposition-là et on était au même point, c'est-à-dire que le gouvernement réfléchit toujours et va nous revenir avec sa position lorsqu'elle sera connue. L'extrémité, c'est l'entrée du sentier de l'Estrie, c'est ça? Dans le fond, c'est passer l'intersection entre le chemin du Bûcheron et le chemin de la Rive. Donc, effectivement, tout ce qu'on sait, c'est que le gouvernement souhaite, en 2025, officialiser l'agrandissement. Alors, le temps commence à compter. Alors, mais on tient assurément, on est à toutes les semaines, on est sur le dossier, on est aussi préoccupé, puis hâte de voir la suite. Donc, merci. Merci à vous. D'être là, plaisir. Donc, Monsieur Desforts. Jacques Desforts. Oui. Oui, devant le micro. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir. Écoutez, c'est dans la même lignée de pensée, c'est concernant l'agrandissement du parc. Si vous permettez, j'aurais deux questions. Je vais faire vite. Pour les gens dans la salle. D'accord. Il sert uniquement pour les gens. Je vais parler fort. Bon. Alors, on connaît tous l'historique. Oui. Le rapport du BAP qui a été émis au mois de juillet l'année passée. Oui. Par la suite, à la surprise de plusieurs, il y a un décret qui est passé. M. Lambert nous en avait informé, là, qu'il y a 3 lots, finalement. Un décret qui vient demander de faire l'acquisition de 3 grands lots qui appartiennent à la chaîne des lacs, soit par rachat ou soit par expropriation. Dans le fond, ces lots-là, 3 grands lots qui longent un peu le côté lac Brampton. Et puis, bon, la première question, elle est rapide. C'est qu'on voit dans Go Westmouth qu'il y a un des lots, le lot terminant par 525, lui, a déjà été acquéri. On voit qu'il appartient au gouvernement. On n'arrive pas à voir le statut des 2 autres lots. Est-ce qu'ils ont été acquéris, ceux-là? À votre connaissance, est-ce qu'ils ont été... On va le prendre en note, là, mais... On ne le voyait pas? OK. On the spot de même. Non, vous ne voyez pas. OK, parce que... Le numéro de l'eau, c'est? Bon, je ne les ai pas par cœur. OK, vous pourrez nous... Okay. On ne sait pas, non? Bon, OK. Ce qui m'amène à la deuxième question, c'est que maintenant, il y a des rumeurs. Puis vous savez, les rumeurs, ça fait parler. Puis ça revient au sujet de monsieur, oui. C'est que le stationnement, en venant au stationnement, que le ministère est en train d'évaluer d'autres alternatives. Donc, une de ceux-là serait de faire le stationnement à partir du chemin du lac Brampton. Donc, la question que j'ai pour vous, est-ce que vous êtes mis au courant de cette situation-là? Est-ce que vous avez eu des discussions à ce sujet-là concernant du ministère? Non? Non, puis moi, il y a 2 semaines, je rencontrais on avait la table d'harmonisation, donc des municipalités, on était ici, donc une trentaine de personnes, les maires, les gens de Québec, donc il y avait le suivi de l'agrandissement. C'était plus ce qui était clair, c'était l'échéancier qui avait d'avant, il n'y avait pas, puis il démontrait la documentation, l'inventaire biologique, mais pour ce qui est des accès, zéro. D'accord. OK. Non, c'est que cette information-là nous est venue par quelqu'un qui se l'est fait dire par une personne du ministère qu'ils évaluaient la possibilité de faire cet accès-là par le chemin de lac Brampton. Puis je pense que pour ceux qui connaissent le chemin, savent tous que ce serait une très, très, très mauvaise idée. Alors, on voulait juste valider avec vous avant d'aller plus loin, si vous étiez au fait de cette situation-là. Et de ce que j'entends, c'est que vous n'avez aucune discussion. Bon. Vous nous piquez la curiosité aussi. D'accord. Mais c'est bien. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Prochaine. Madame Caron.
c'est pour les gens sur. Je vais parler plus fort. Oui, c'est ça. Lucie Garand, j'habite le secteur nord, rue des Bollets. Je suis venue juste vous informer de mon compte d'assurance maison. J'ai appelé mes assureurs pour Mutuelle Assurance. Et mon mari et moi, on a été estomaqués. On est à 396 plus taxes pour la prochaine période de 12 mois. Alors, très déçu, premièrement. On va magasiner, on va faire nos devoirs, on va comparer, mais on parlait des voisins, puis il semble qu'il y a pas mal des gens qui sont dans nos échelles de prix. Les journaux ont manifesté on dit que selon vos calculs, ça allait peu influencer nos comptes d'assurance. Je pense que ça me fait questionner. Avez-vous fait vos devoirs? Combien de citoyens vous avez consulté, surtout dans le secteur nord, parce que nous, on est à l'intérieur du 8 km et là, on va se trouver en dehors du 8 km. Alors, je suis venue vous partager que peut-être qu'il y a des devoirs qui n'ont pas été faits par rapport à la consultation. Est-ce qu'il y a eu consultation? Moi, je n'ai pas été consultée dans mon quartier. Bon. L'autre questionnement, le parc va s'agrandir. Avez-vous eu des commentaires concernant la CEPAC qui va probablement devoir s'assurer? Puis, on le sait, nous, on marche le sentier du Mont-Chauve. Combien de fois il y a des problèmes? Ils vont partir de Magog pour... Bon, alors c'était c'était mes inquiétudes. Alors, je suis venue vous en informer. Puis peut-être que maintenir la caserne, quitte à payer un prix je pense que j'ai vu passer dans l'ordre de 170 $ pour que ça reflèterait dans les comptes de taxes des citoyens si on maintenait le secteur nord couvert par... même si c'était Magog, comme un point de service, parce que là, on se trouve à avoir une perte de service. On va avoir une augmentation d'assurance, une augmentation de taxes municipales et un service en moins. D'abord, merci de nous partager cette. Je vais aller m'asseoir, là, c'est mes seuls commentaires. C'est beau. Merci. En fait, il y a la question des premiers répondants sur la CEPAC qui a été traitée. La question des assurances, c'est certain qu'on n'a pas fait d'inventaire de l'ensemble parce que de toutes les compagnies d'assurance, puis de voir les primes, ça fait. C'est un devoir qu'on n'a pas fait, puis on avait décidé de ne pas faire parce que ça représentait quelque chose de tout un contrat qu'il aurait fallu, je ne sais pas. En tout cas, bref, on a évalué peu autour quelques compagnies, 4-5 compagnies, puis c'est vrai que ça a donné que c'est des compagnies où les primes étaient ou bien nulles ou bien faibles. Donc moi, c'est sûr que quand j'ai pris la parole publiquement, j'ai nommé ça, qu'il y avait peu d'impact, mais effectivement, quand on cherche, on trouve. Donc, il y a effectivement des compagnies qui ont des primes beaucoup plus importantes. Puis là, effectivement, c'est tout le défi de magasiner, de comparer. Alors, c'est ça. Donc, là-dessus, on n'a pas fait cet exercice-là consciemment, en sachant qu'il y aurait des... Mais sachant qu'il y avait des compagnies qui, effectivement, étaient à coût nul ou très peu élevés. Ceci étant dit, c'est sûr qu'aussi, toute la... Tu sais, encore ce matin, je répondais à des gens, mais il y a eu un travail extrêmement consciencieux, mais il n'y a pas eu de consultation publique. Puis, tu sais, il faut comprendre, là, il y a des sujets comme ça qui ne peuvent concrètement, pratiquement, pragmatiquement parlant, faire l'objet d'une consultation avec ce que ça représente comme enjeu pour le service. Donc, on était vraiment très, très unanimes. On est allés ensemble, tous les élus dans cette démarche-là, en sachant qu'effectivement, il y avait des inconvénients, mais en sachant, puis je vais laisser la parole pour la qualité de service, que vraiment, le service était au rendez-vous. On a eu des garanties, c'est documenté par les schémas de couverture de risque du gouvernement du Québec. C'est quelque chose de très, très rigoureux, les services de sécurité publique, la façon qu'ils sont documentés. Donc, clairement, nous, on a pris la décision, le fait que les services la qualité de service était au rendez-vous, voire même améliorée. Donc, ça, on est unanime à ce sujet-là. Pour la question, je ne suis pas plus précise, là, mais la caserne, je ne sais pas si M. Lambert, c'est pas quelque chose qu'on a traité. Là, la caserne, ça allait de soi qu'elle ne faisait pas partie du deal.
on a tenté avec Magog de l'offrir, on voulait, mais c'est comme, dans le fond, ça n'a pas été retenu. Alors, je ne sais pas si vraiment vous souhaitez comme, ajouter des éléments d'information pour. Est-ce que je peux rajouter un point? Non, on reviendra au micro. Ça pourrait l'aider. Oui, après, vous pouvez bien en parler. Merci. Mais comme Mme la mairesse le disait, le maintien de la caserne a été discuté avec la ville de Magog. La ville de Magog, eux, dans l'entente, ne voulaient pas accroître les effectifs. Donc, la ville de Magog, eux, avait fait un travail avec le ministère de la Sécurité publique pour valider si le ministère de la Sécurité publique convenait qu'avec les effectifs actuels, la ville de Magog pouvait offrir le service sur le territoire d'Orfeuille. La réponse était oui. OK, donc, vous savez que Magog couvrait déjà toute la portion sud de la municipalité d'Orfeuille. Donc, de rajouter la portion nord pouvait se faire sans effectif additionnel. Qui dit maintien d'une caserne dit maintien des équipements. Et la ville de Magog ne voulait pas avoir des équipements additionnels à cet endroit-là. Donc, ils voulaient ce qu'on appelle le fameux livre de recettes, là, que le livre de recettes soit bâti partant d'une des deux casernes de Magog. Donc, c'est pour ça que ça a été balayé. Ça n'a pas été retenu comme option là, dans le scénario final avec la ville de Magog. La ville de Magog a une obligation de résultat à l'égard de la municipalité d'Orfeuille. Donc, si jamais les interventions dans le Nord venaient qu'à ne pas rencontrer les obligations, à ce moment-là, ça va être à la ville de Magog à modifier son livre de recettes pour offrir le service qui est attendu à la municipalité d'Orfeuille. Donc là, quand on parle des interventions dans un agrandissement hypothétique du parc provincial du Mont-Feuille, on dit hypothétique parce que ça fait longtemps que j'entends que le parc va être agrandi, qu'ils vont définir des nouvelles limites. Donc, on attend toujours ça. Et là, le calendrier de réalisation des nouvelles infrastructures, quand est-ce que ça va avoir lieu? Bien, le jour que la ville de Magog aura davantage d'interventions à faire dans la portion nord du Mont-Feuille, bien, ça sera à elle à prendre les moyens pour répondre dans les temps qui sont exigés par le ministère de la Sécurité publique. Donc, je ne sais pas si ça vous donne un élément additionnel de réponse, là, mais la caserne avait été évaluée là, sur son maintien ou pas. Qui va nous dire que c'est respecté? Qui? Ouais. Ouais. On va, donc, pour la question, on pourra le voir, mais on a quand même dans l'entente, je ne sais pas si M. Lauzon aussi semble le préciser, mais l'entente est extrêmement précise sur la reddition de compte et les suivis. C'est deux fois par année, il y a des rencontres qui sont prévues et nous, la municipalité d'Orfeuille, on a accès à toutes les cartes d'appel. Donc, on sait exactement quand est-ce que l'appel est rentré, quels effectifs ont été déplacés, à quelle heure sont arrivés sur le site, à quelle heure ils ont quitté le site. Est-ce que tous les pompiers ont quitté le site en même temps ou c'est rien une unité? Est-ce qu'une autre équipe d'une autre ville est intervenue? On a tout ça sur les cartes d'appel. Donc, nous, on va faire nos devoirs puis on va valider que le service qui nous était promis est bel et bien le service qui nous est rendu. Merci, je vous arrêterai là-dessus. Ça va? Oui, oui, M. Merci. Juste une petite information parce que j'ai participé aux discussions avec la ville de Magog et nous avons offert de maintenir la caserne ouverte. C'est eux qui ont jugé qu'ils n'avaient pas besoin. Donc, on a vraiment fait un effort là, pour que ça reste ouvert. On était prêts à garder la caserne disponible, la chauffer, l'assurer, etc. Mais évidemment, les pompiers de Magog devaient s'en servir et c'est ça qu'eux, on n'a pas jugé pertinent de le faire. Et c'est leur responsabilité. Voilà pourquoi. Merci beaucoup. Alors, ça m'amène à... S'il y a d'autres choses, on peut s'en reparler autrement. Donc, M. Comeau, oui. Alors, sur le même sujet, Michel Comeau, sur le rue des Copains, dans le secteur nord. Alors, dans mon cas, la facture d'assurance supplémentaire est de 550 $ avec les taxes. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme ça ici, là, mais c'est assez dramatique. L'autre inquiétude qu'on avait, puis ça a été mentionné, puis merci de supplément d'information, c'est toute la question de sécurité publique, parce que nous aussi, on fréquente le parc secteur nord, et puis il y a beaucoup de blessés. Fait qu'on a des inquiétudes, puis merci pour l'information, merci d'avoir partagé. Bienvenue. Le parc national, la direction Bénofait, c'est une priorité, puis la communication avec Magog est au rendez-vous. Effectivement, on va être aux aguets, mais on est en pleine confiance.
pour les services, puis la sécurité de la population. Donc, ça m'amène à M. Berriot. M. Berriot, bonsoir. Bonsoir. En fait, j'ai deux petites questions, là. Ouais. Non, trois. Oh, On va rester dans 3 minutes. 3 minutes. Là, ça fait 3 fois que la charrue passe dans la rue chez nous sans faire d'épandage d'abrasif. C'est-tu nouveau pour cette année? Parce que j'en ai déjà parlé les autres années. Il y avait plus d'abrasif que de neige. OK. Est-ce que c'est quelque chose de tout courant si on arrêtait ça? Ou... Les zones blanches, je ne sais pas. Non. Non? OK. C'est un hasard. OK. OK. Est-ce que il y a encore des gens qui stationnent dans la piste cyclable c'est l'hiver, on n'a pas de besoin, hein? Ouais. Mais en arrière de la place du commerce, Oui. ouais, le vendredi, samedi puis le dimanche. Okay. Alors, pour prévenir pour l'été prochain, là, parce que moi, j'ai fait des démarches au niveau de la police de Magog, puis ils ont envoyé ça dans votre cours. Ouais. Est-ce que vous allez commencer à travailler là-dessus pour qu'au printemps, qu'ils arrêtent d'avoir des voitures de stationner dans la piste cyclable? Ça n'a pas de bon sens. Oui, l'équipement, la signalisation, OK, a été acheté. Le contenu qu'on était tard à l'automne. Oui, oui. OK, donc on est convenu de ne pas les mettre en place là pour les enlever 2 semaines après. Parce qu'il faut comprendre que la piste cyclable ferme le 15 octobre. Oui, oui. Donc, on a convenu de mettre tout ça en place le printemps prochain. Parfait, merci. Aujourd'hui, on commençait à faire du forage sur le terrain de M. Belleval. Donc, ça veut dire que ça va commencer incessamment, j'imagine. Est-ce qu'il y a des plans là, qui ont été soumis à la municipalité, des plans plus finaux? Puis quand ça va être fait, est-ce qu'on va avoir le droit de les voir avant que tout ça commence? Bien, il y a deux choses. D'abord, je ne sais pas, la question de laisser M. Lambert sur l'information, moi j'en ai un peu, mais pas. Puis pour la question de la communication, mais, je pense que c'est important, on est là. Hein? Mm-hmm. Fait que c'est important. Des fois, tu ne peux pas nécessairement attendre la séance, puis si vous avez besoin d'informations, vous avez besoin au niveau du voisinage, vous êtes des voisins immédiats. Donc, effectivement, tout au long du chantier, du projet, avec M. Belleval et nous, ça va être extrêmement important d'être disponible. Donc, n'hésitez pas de ce côté-là. Pour ce qui est de. Il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de demande de permis qui a débarqué, mais en tout cas, sinon, non, effectivement. Écoutez, il n'y a pas de demande de permis à ma connaissance qui a été officiellement déposée. Okay. Là, vous dites qu'il y a des forages qui se font, donc c'est probablement effectivement dans le but de valider certaines choses pour la conception des plans. Donc, probablement pour la présence de roc, notamment. Et à votre deuxième question sur lorsque les plans vont être produits, est-ce que ça va être soumis à la population? Est-ce que vous allez être informé ou consulté? C'est pas un exercice qui est assujetti à une consultation populaire. Il y a un conseil municipal, il y a un comité consultatif d'urbanisme. Donc, on est dans un secteur de PIA. Donc, eux auront à faire l'analyse de l'aspect architectural, mais évidemment, dans le respect du PPCWA, avec les hauteurs et tout le dégagement. Donc, ça, c'est les contraintes qu'ils devront respecter, mais il n'y aura pas de nouvelles présentations ou consultations publiques. Ah, OK. Donc, on s'attend que M. Belleval ce qu'il avait annoncé, c'est peut-être ce qu'on s'attend à ce qu'il va faire. Ce qu'il avait annoncé, c'était quand même un projet au printemps, c'est ça? OK. Mais il faut qu'il soit conforme au PPCMA. Absolument. Hein? On l'a discuté, puis vous pouvez compter sur nous, puis n'hésitez pas. Okay? Merci. À nous contacter. Merci. Alors, M. Nadeau, à vous, invité à prendre la parole. Posez votre question. Oui. Alors, donc, dans le fond, dans un premier temps, on ne peut pas faire autrement que se réjouir des améliorations à la station de lavage qui sont prévues et on vous en remercie. Qu'il y ait des communications avec la CEPAC, c'est aussi formidable. Cependant, j'ai pas entendu de lien avec les 2 autres municipalités dans le processus. Et ça nous inquiète. Parce que après 2 étés de sensibilisation, d'information et d'éducation auprès des usagers, nous croyons à la PLB, et je pense que mes collègues des autres lacs seraient d'accord, qu'il est temps pour que les 3 municipalités de Racine, Harford et Saint-Brompton se réunissent pour établir, ça c'est plus pour le lac Brompton, et créer une réglementation commune, qui pourrait y avoir aussi, en bout de piste, des tarifs modulés, un contrôle aux descentes, des éventuelles sanctions pour ceux qui ne respectent pas cette réglementation-là.
Le bon vouloir des usagers a ses limites. Et maintenant que les enjeux des installations sont connus, je crois, après 2 ans, vous avez fait du bon travail de ce côté-là, au niveau de la sensibilisation et de l'information. Je crois qu'il faut passer à l'étape suivante. Et un exemple de ça, cet été, le 20 juillet, entre 11h30 et 14h30, il y a seulement 30% des véhicules avec remorques et bateaux qui sont passés sur la côte de l'Artiste à Saint-Denis-de-Brompton. Seulement 30% ont lavé leur embarcation. Résultat, on a maintenant des vivipares georgiennes et chinoises dans le lac Brompton. Donc, dans un deuxième temps également, tant qu'à se réunir les 3 municipalités ensemble, eh bien aussitôt, aussi bien en profiter, faire une pierre deux coups, et parler aussi des balises d'une navigation plus sécuritaire pour tous les usagers des lacs, des différents lacs de Orford, et afin, bien sûr, de présenter à Transport Canada qui a annoncé des assouplissements de ce côté-là au niveau de la réglementation. Donc, tant qu'à faire tout le boulot pour réunir les 3 municipalités, bien, on peut aussi bien faire une pierre deux coups, c'est-à-dire parler réglementation de stations de lavage et également parler aussi de navigation sécuritaire. Alors, ma question, dans la prochaine année, est-ce que le Conseil va tenter de tout mettre en œuvre afin de s'asseoir avec les 3 municipalités ensemble, soit celle de Racine et celle de Brompton, pour une réglementation commune avec du contrôle en bonne et due forme pour la station de lavage et finalement définir des balises d'une navigation sécuritaire sur le lac Brompton? Parce que la politique de la chaise vide, c'est jamais payant. Merci, M. Nadeau. Alors, d'autres informations, d'autres questions? J'aimerais avoir une réponse. Est-ce que vous allez tenter de vous asseoir avec les 2 autres municipalités cette année? Je m'assois avec les municipalités, c'est que votre insinuation sur la chaise vide, c'est un peu insidieux dans le sens que moi, on s'assoit avec les municipalités, Racine, Brompton, on est en pleine communication. C'est juste que la municipalité d'Orford, jusqu'à maintenant, n'est pas dans une réglementation de contrôle de bateaux sur le lac. Je veux dire, et eux autres, tout le monde, ils cheminent de leur côté, mais quand il y aura une intention de contrôle sur le lac, puis pour le nettoyage des embarcations, ben, on va être là. Je veux dire, la chaise n'est pas vide. C'est juste que la municipalité d'Orford, jusqu'à maintenant, à ma connaissance, n'est pas rendue à contrôler les bateaux, à demander des preuves de nettoyage d'embarcation sur son accès, qui est sur le chemin Thibault, son accès. Donc, je veux juste vous rassurer qu'on se parle au bout. On est vraiment proche, on se parle. Donc, si c'est ça votre préoccupation, ne vous en faites pas. On est en communication. Pour ce qui est de la réglementation, ben là, moi, je n'ai pas rien d'autre à dire que le Conseil. Vous demandez est-ce que le Conseil municipal réglemente à la question du contrôle. Ben, ça, c'est entendu ce soir. Je ne peux pas répondre pour le Conseil municipal. Mais on entend votre demande. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que je ne peux pas rajouter, quelque chose de plus. Donc, soyez assurés que quand la municipalité d'Orford va être rendue là, on ne travaille pas en silo. Pas du tout. Mais je crois, puis voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autre chose à ajouter, moi, je prendrais une question à distance. OK? Oui. Diane Boivin, à vous la parole. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est à moi à gérer la vidéo. On vous entend bien. Il semble que je n'ai pas le contrôle sur la vidéo, mais je tenais ce soir à dire que je suis très heureuse des résultats du vote qui a eu lieu hier. Je tiens à remercier en premier lieu toutes les citoyennes et tous les citoyens du district numéro 5 qui m'ont appuyé, qui m'accordent leur confiance. Un grand merci à Brigitte Boisvert, présidente d'élection, ainsi qu'à toute son équipe électorale. Également, je remercie ma famille, les membres de mon équipe qui ont été d'un support déterminant. J'entrevois une bonne collaboration avec tous les membres du conseil et de l'administration. Alors, bonne fin de soirée. Merci. Merci à vous. Bien, alors,
ça fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont pris la parole? J'aimerais prendre la parole. C'est encore le temps. Sinon, on va aller de l'avant avec les autres points, si vous voulez bien. Alors, donc, calendrier des séances pour 2025. Donc, j'invite le conseiller Jacques Lauzon à nous en faire une proposition. En 2025, on va poursuivre finalement notre approche. Merci. Donc, les premiers lundis du mois, c'est dans la plupart des cas, sauf quand il y a des jours fériés, à l'exception du mois de janvier ou à cause du congé des fêtes, pour laisser le temps à l'administration de se préparer un peu. Le conseil va avoir lieu le 20 janvier. Alors, vous voyez à l'écran, ça va quand même être rendu public sur nos sites web et vous allez être invité à pouvoir y participer comme à l'habitude. Alors, il n'y a pas grand changement. Je vais donc proposer d'établir le calendrier des séances tel que vous le voyez à l'écran. Merci beaucoup. Voilà. Alors, oui. Oui, tout à fait. Le mercredi, ça sera la dernière séance du présent conseil. Donc, vous savez que les élections vont avoir lieu entre le 2 novembre 2025. Le 2 novembre. Donc, le premier, il fallait faire une séance du conseil, à chaque mois. Donc, le premier était le mois d'octobre, la première date, et dans les délais de la période électorale. La période électorale. Alors, voilà, d'ici là, il va y avoir de l'eau qui va couler sous les ponts et de la neige sous les toits. Merci, j'invite M. Bousquet pour le prochain point à l'ordre du jour. Merci. Dans le respect des articles 4.2 et 4.6 du règlement numéro 860, concernant le comité consultatif d'urbanisme, je propose de nommer Mme Maryse Blais, conseillère, et M. Alain Brisson, conseiller, afin de siéger au comité consultatif d'urbanisme de la municipalité du canton d'Erfurt, et ce, à partir jusqu'au 5 novembre 2025. Et en plus de nommer Mme Maryse Blais, présidente du comité consultatif d'urbanisme, et ce, jusqu'au 5 novembre 2025. Voilà. Merci. Ça nous amène à la prochaine nomination avec M. Brisson. Nomination des membres citoyens au comité consultatif d'urbanisme, les sièges 4 et 6. En considérant le règlement numéro 860 concernant le comité consultatif d'urbanisme, considérant les mandats des membres nommés au siège 4 et au siège 6 se terminent le 31 décembre 2024, je propose de nommer M. André Dorion au siège numéro 4 et M. Bruno Lapierre au siège numéro 6, afin de siéger au comité consultatif d'urbanisme, le CCU, à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2026. J'en profiterai aussi au nom du Conseil pour remercier les autres candidats qui ont manifesté un intérêt mais qui n'ont pas été retenus. Et remercier aussi au nom du Conseil M. Stéphane Desjarlais et M. André Pagé qui ont exécuté, qui ont complété au niveau du CCU 3 mandats et 2 mandats et demi, et dont les mandats, évidemment, ne sont pas renouvelés pour faire de la place à des nouvelles figures. En effet, c'est intéressant de voir l'intérêt. Merci, M. Brisson. Donc, j'invite Mme Javla, suivie de Mme Blais, à nous faire des propositions d'embauche. Excusez-moi. Oui, donc je propose l'embauche d'une adjointe exécutive. Parce que je n'étais pas prête. D'accord. Donc, un appel de candidature a été réalisé au mois de septembre dernier afin de pourvoir le poste d'adjointe exécutive nouvellement créé. Le processus de sélection a été complété avec succès et une candidature est recommandée. Les vérifications d'usage ont été effectuées et se sont avérées positives, ainsi que les recommandations du directeur général et de la directrice générale adjointe. Donc, je propose d'embaucher Mme Catherine Roy à titre d'adjointe exécutive à compter du 6 janvier 2025 au salaire correspondant à la classe 13 de l'échelon 1 de la politique des conditions de travail du personnel cadre en vigueur. Bienvenue. Oui. On a hâte de le voir. Eh bien, je continue. Oui, s'il vous plaît, Mme Blais. Concernant l'embauche d'un ouvrier régulier permanent au service de la voirie des parcs, la municipalité désire pouvoir à un poste laissé vacant d'ouvrier régulier permanent. Il y a eu un appel de candidature.
Et suite à l'analyse des candidatures, celle de M. Steve Robert a répondu aux attentes de la municipalité. Donc, je propose de ratifier l'embauche de M. Steve Robert à titre d'ouvrier régulier permanent sur la classe F échelon 2, conformément à la convention collective de travail en vigueur entre la municipalité et le syndicat UES section locale 800. L'entrée en fonction de M. Robert est effective depuis le 18 novembre dernier. Merci beaucoup. Alors, passons à 2.8 avec M. Lauzon. Alors, il s'agit d'un contrat de service avec la firme Infotech pour l'exploitation du logiciel SIGEM 2025. C'est quoi? SIGEM. Oui, c'est ça. Il y a des connotations qu'on peut assimiler. Alors, considérant que la municipalité utilise ce logiciel, considérant qu'il a été conçu par la firme Infotech Québec, considérant que cette firme assure à ses clients un service d'assistance pour l'exploitation conforme, adéquate et continue de ce logiciel par la conclusion d'un contrat de service à cette fin, considérant la recommandation de la trésorière et la coordonnatrice des finances, même personne, je propose de conclure un contrat de service d'assistance informatique à l'utilisation du logiciel SIGEM avec la firme Infotech pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. À cette fin, le Conseil autorise une dépense de 26 240 et 75 sous, toute taxe incluse pour ce contrat. Merci. J'invite M. Bousquet à prendre la parole pour la prochaine résolution. Oui, ça vise une demande d'aide financière pour l'installation et le déploiement d'un système de vélo en libre-service sur le territoire de la MRC de Nanton-Magog. Considérant le plan directeur vélo 2022-2030 de la MRC de Nanton-Magog, que mentionne le soutien des municipalités pour la mise en œuvre d'actions en faveur du transport actif comme étant un axe d'intervention prioritaire. Considérant l'installation et le déploiement d'un système de vélo libre-service dans la municipalité permettant aux citoyens et aux visiteurs de réduire leur empreinte carbone en effectuant leur déplacement à vélo. Considérant enfin que la MRC de Nanton-Magog propose de présenter une demande de programme d'aide financière au développement des transports actifs dans le périmètre urbain du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour les municipalités souhaitant faire l'acquisition de vélos libre-service. Je propose que la municipalité du canton d'Offord délègue à la MRC de Nanton-Magog la tâche de présenter une demande d'aide financière au TAPU pour l'installation et le développement d'un système de vélos en libre-service sur son territoire, et que la municipalité du canton d'Offord mettra à la disposition de la MRC de Nanton-Magog les documents et données nécessaires pour faire la demande d'aide financière ainsi que pour les redditions de comptes et le rapport final du programme. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous avons quelques résolutions concernant la reconnaissance des services employés. Alors, j'invite Mme Jabla à nous en faire lecture. Oui, merci beaucoup. Donc, j'ai l'immense plaisir de... c'est des remerciements de reconnaissance pour des années de service. Donc, c'est les 5 prochaines résolutions. Je vais y aller, bien sûr, une par une pour reconnaître chaque employé. Donc, la première est pour le pompier Luc Leclerc, matricule 48, qui est au service de la municipalité depuis le 1er décembre 1993. Donc, c'est 30 années de service exemplaire qui démontrent un engagement exceptionnel et une loyauté indéfectible envers la protection de notre communauté. Ses nombreuses années d'expérience et son leadership ont grandement contribué à la sécurité et à la résilience de notre municipalité. Donc, au nom du conseil municipal, des employés municipaux et des contribuables, et des citoyens, nous soulignons et reconnaissons officiellement les 30 années de service du pompier Luc Leclerc en le remerciant pour son courage, son dévouement et son apport significatif au sein de l'équipe de pompiers. Je continue avec le capitaine Sylvain Dupré, matricule 116, qui est au service de la municipalité depuis le 1er septembre 2003. Donc, c'est 20 années de service qui témoignent d'un dévouement constant et d'une volonté indéfectible pour assurer la sécurité de la communauté. Au nom du conseil municipal, des employés municipaux et des citoyens, nous soulignons et reconnaissons officiellement ces 20 années de service du capitaine Sylvain Dupré en exprimant notre reconnaissance pour son professionnalisme et son implication exemplaire.
Je continue avec le lieutenant Sébastien Drouin, matricule 130, qui est au service depuis le 7 août 2004. Donc, c'est 20 années de service qui témoignent de son engagement exceptionnel, de son courage et de sa disponibilité envers la sécurité de notre communauté. Au nom du conseil municipal, des employés municipaux et des citoyens, nous soulignons et reconnaissons officiellement les 20 années de service du lieutenant Sébastien Drouin en le remerciant pour son dévouement et la contribution inestimable à la protection des citoyens. Le suivant étant le pompier Jean-François Oney, matricule 52, qui a commencé le 1er septembre 2003. Lui aussi avec 20 années de service qui illustre un dévouement indéfectible et une grande disponibilité envers la sécurité et le bien-être de la communauté. Au nom du conseil municipal, des employés municipaux et des citoyens, nous soulignons et reconnaissons officiellement les 20 années de service du pompier Jean-François Oney en lui exprimant nos remerciements sincères pour son travail exemplaire et son engagement remarquable. Et finalement, c'est Mme Corinne Duchamp-Thibert, qui est employée de la municipalité, a débuté son emploi à titre d'horticultrice le 31 mars 2014. Vous avez sûrement l'occasion de la croiser, été comme hiver, en train de prendre soin de notre municipalité à l'extérieur. Elle a contribué avec passion et dévouement à l'embellissement et au développement durable de notre municipalité par son travail en horticulture. Depuis le 4 octobre 2022, elle occupe à mi-temps le poste d'agente de développement communautaire qui s'ajoute à ses responsabilités en poursuivant son engagement envers l'amélioration de la qualité de vie de notre communauté. Ces 10 années de service témoignent de son professionnalisme, de son dynamisme et de sa précieuse contribution à la municipalité. Au nom du conseil municipal, des employés municipaux et des citoyens, nous soulignons et reconnaissons officiellement les 10 années de service de Mme Corinne Duchamp-Thibert en exprimant notre profonde gratitude pour ses efforts et son engagement envers la communauté. Merci, Mme Javla. On passe aux finances avec l'approbation des comptes à payer. J'invite le conseiller Alain Brisson à nous faire une proposition à cet effet. Approbation des comptes à payer en date du 30 novembre 2024, considérant les dispositions du Code municipal du Québec. Je propose d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 505 051,94 $ en date du 30 novembre 2024. Passons maintenant à l'urbanisme. Alors, nous avons une première, le sujet de dérogation de mineurs. Donc, j'invite Mme Javla à nous prendre la parole à ce sujet. Merci beaucoup. Donc, je vais expliquer une dérogation mineure qui a été présentée par M. Arthur Dupré pour Chemin du Parc dans la zone R50. Donc, on commence par une consultation publique. Donc, les grandes lignes de cette dérogation, le requérant demande de régulariser la localisation d'un bâtiment accessoire. En fait, c'est un garage qui existe et qui ne respecte pas les normes d'implantation. En fait, les normes sont normalement de 1 mètre de distance et il se trouve que dans le cas de ce garage, elles sont à 0,9 mètres de la distance minimale applicable, qui est applicable entre le bâtiment accessoire détaché existant et la ligne de l'eau latérale. Un permis de construction a été délivré en 2016. Il y a eu un envoi de lettres des propriétaires voisins au sujet de la demande et aucun commentaire n'a été reçu. Le CCU estime que le requérant a su démontrer que l'application de la réglementation lui cause un préjudice sérieux. Et le CCU recommande d'approuver cette dérogation. Donc là, on est dans la période de consultation. Donc, s'il y a des personnes dans la salle ou en Zoom qui ont un commentaire, c'est le temps avant que je continue avec la décision. Non? Pas de commentaire. Donc, je continue. Le CCU et le conseil municipal ont étudié la demande en fonction des critères applicables et de la réglementation. Le CCU et le conseil municipal estiment que la demande est mineure. On parle de moins de 10 cm. Le CCU a recommandé au conseil municipal d'accepter la présente. Les membres du conseil ont pris acte de la recommandation et je propose d'accepter la présente demande de dérogation mineure afin que soit diminuée à 0,9 mètres la distance minimale qui est exigée pour le garage.
le tout pour la propriété située au 5138 chemin du Parc, zone R50, et de faire parvenir la présente résolution à M. Arthur. Merci. Bon. Mais oui, c'est parfait. Merci. Ça va tout le monde? Donc, on y va avec la prochaine décision à prendre, demande de PIA. Donc, j'invite ma collègue Marie-Lisbeth à nous en faire la présentation. Oui, il s'agit d'une demande présentée par Mme Geneviève Girardin et elle vise en réalité la modification au plan de construction et par le fait même au projet de PIA qui a été approuvé il y a de ça en 2024, en juillet 2024. 3 résolutions ont été adoptées. Une première résolution qui concernait une dérogation mineure a été refusée. Une seconde est acceptée. Et également, il y a eu une résolution qui acceptait le PIA pour ce projet-là. La modification qui est demandée vise à retirer la porte extérieure et une fenêtre de grande superficie qui donnait sur un corridor commun sur la façade avant des 6 bâtiments principaux. Et ce, afin de transformer les escaliers intérieurs en escaliers extérieurs. C'est le projet qui était présenté. On peut voir la modification présentée à droite. Le projet vise donc à modifier le traitement architectural visible à partir du chemin de la montagne. On demande dans notre PIA de viser une architecture de qualité et à ce que les interventions soient attrayantes et contribuent à un intérêt supérieur toute l'année. Le CCU et le Conseil considèrent que la modification présentée ne respecte pas les objectifs de règlement subventionné et plus précisément, elle vient affecter de façon négative la qualité bâtie de ce projet-là. L'ajout de lattes de bois sur la façade avant vient assombrir le bâtiment, ainsi que les couleurs de la façade, le nombre et les dimensions des ouvertures sur celle-ci. Donc, le CCU recommande au Conseil de refuser le présent projet et je propose de refuser la présente modification demandée qui était présentée à la municipalité dans le cadre du projet de PIA concernant les 6 bâtiments principaux projetés. Et dans l'informé Mme Geneviève Girardin. Très bien. Merci. Ça fait le tour. C'est clair, ça va tout le monde. Ça nous amène à la prochaine décision qui est présentée par M. Lauzon. Oui, alors il s'agit d'une décision sur un PIA. Il s'agit de M. Simon Moffat-Fréchette, qui est mandataire, qui a déposé une demande de permis de construction pour un projet situé sur la montée du Havre. Il souhaite construire un bâtiment principal, résidence unifamiliale isolée, et aménager un aire de stationnement à des endroits sur le terrain où la pente du terrain est supérieure à 15 %. En fait, elle est, vous allez voir plus loin, 24 24,7 %. Alors, à partir de 15 tout terrain doit être validé par un PIA pour s'assurer que la pente est bien gérée pour l'eau, etc. Il y a un règlement de la MRC qui nous oblige un PIA pour tout terrain construit entre 15 et le 30 %. Alors, considérant que la pente du terrain, comme je le disais, est à 24,7 %, que l'aménagement de l'accès véhiculaire est d'au plus 23 %, considérant qu'il y a une très forte proportion du bâtiment principal, incluant le garage rattaché, qui est prévu à un endroit où la pente du terrain est inférieure à 15 %, mais une faible partie de celui-ci empiète dans un endroit où la pente est de 24,7 %. Considérant l'emplacement ciblé pour les travaux de construction de la résidence et celui présentant la pente de terrain la plus faible sur la propriété, une sorte de plateau, pas une sorte, un plateau existant pour la résidence et une autre pour l'installation septique, ce qui limitera l'ampleur des travaux de remblai et de déblai. Considérant que les travaux d'aménagement de l'allée de stationnement sont prévus à un endroit où des travaux de remaniement de sol et d'aménagement ont déjà été réalisés dans le passé, ce qui limitera l'ampleur des travaux de remblai et de déblai. L'emplacement proposé pour l'ensemble des travaux permet de limiter aussi l'abattage d'arbres et ainsi conserver une aire naturelle boisée, couvrant plus de 75 % du terrain. Alors, considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'approuver le projet de PIA, je propose d'approuver le présent projet de PIA visant la construction de ce bâtiment principal et l'aménagement d'une aire de stationnement à un endroit où la pente du terrain est de plus de 23 %. Le tout pour le lot 3 856 872 adjacent à la montée du Havre et de faire parvenir la présente à M. Simon Moffat-Fréchette et Martin Smith, mandataire.
Parfait, merci. Ça fait le tour. Ça fait le tour. OK, parfait. Merci. Donc, j'invite M. Bousquet à nous présenter la prochaine demande de PIA. Merci, Mme la mairesse. Le prochain projet, c'est décision du Conseil à l'égard d'une demande de PIA soumise par M. William Belval, qui est pour un terrain qui est situé au 1646 chemin Alfred Desrochers, rural 104. Est-ce qu'il y a moyen de montrer le panneau à l'écran? Ça serait utile. Le requérant, M. Belval, a déposé une demande de certificat d'autorisation afin d'installer une enseigne sur poteau sur le lot 6 030 929 adjacent au chemin Alfred Desrochers. Ce projet vise à identifier le projet intégré qui comprend 9 terrains à vocation résidentielle à l'ouest et au nord du dit lot. Le projet, qu'est-ce que ça vise ou le descriptif? Ça serait il veut installer une affiche en aluminium de couleur gris avec des lettres en relief de couleur noire. Les plaques des adresses sont en noir avec une écriture blanche. Dimension approximative, 0,91 mètres par 3,27 mètres. Dégagement au sol, 0,4 mètres. L'implantation à 0,3 mètres de l'emprise de rue et à 15 mètres du début du pavage de la voie de circulation. Avec un éclairage intégré orienté vers le sol. Donc, ce projet-là, comme mentionné, il est soumis à un PIA. Donc, on prend en considération que dans l'implantation du projet, les travaux sont planifiés de manière à éviter l'abattage d'arbres sur le site. Aucun abattage d'arbres n'est prévu dans le projet présenté à la municipalité. Considérant aussi un plan d'aménagement paysager a été produit afin de maintenir un caractère naturel à proximité de l'enseigne. Considérant les adresses que les 9 résidents existants ou existantes, les 9 résidences existantes et projetées du projet intégré sont ou seront attribuées à partir du chemin Alfred Desrochers. Il y a lieu de permettre une enseigne en bordure des rues pour les services publics, notamment pour ceux liés à la sécurité, entre autres aux services d'incendie, afin de les informer que les adresses sont bien là. Considérant que le CCU et le conseil municipal estiment que le projet respecte les objectifs et les critères de règlement 955 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'approuver le présent projet de PIA, considérant enfin les membres du conseil ont pris acte de la recommandation du comité, je propose d'approuver le présent projet d'affichage, le tout sur le lot 6 039 929 adjacent au chemin Alfred Desrochers, et de faire parvenir la présente résolution à M. William Belval. Voilà. Merci. Beaucoup, M. Bousquet. Ça fait le tour. C'était là. Donc, on a une décision qui est à prendre ce soir concernant la contribution de fin de temps. Alors, j'invite le conseiller à aller ici. Ça semble très mystérieux. Alors, contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel et espace vert dans le cadre d'une demande de permis de lotissement. Considérant que le règlement 951 permet au Conseil d'exiger une contribution pour fin de parc, terrain de jeu, espace naturel et espace vert dans le cadre d'une demande de permis de lotissement, considérant que la superficie du terrain à céder doit être égale à 10 de la superficie totale du terrain, considérant que lorsque le terrain est situé dans le secteur central et qu'il constitue un espace qui convient au maintien d'un espace naturel, le propriétaire doit également s'engager à céder la partie du terrain correspondant à 15 de la superficie totale du terrain. En conséquence, je propose une contribution de 10 sur la superficie du lot à céder en terrain, 14 359 mètres carrés, et 15 pour le secteur central du lot pour un total de 6 538,9 mètres. Également, il y a une condition particulière qui s'applique dans ce dossier-là. Donc, le taux est conditionnel à la signature par le requérant et en faveur de la municipalité, d'abord d'une promesse de cession de la superficie de terrain du lot visé précédemment,
contribution totale de 10 898,1 mètres carrés, et également à la signature d'une entente pour la création d'une servitude de passage sur le lot visé en faveur de la municipalité, qui vise à lui permettre, à partir de l'empreinte du chemin, l'accès au lot qui devra lui être cédé. Cette servitude de passage devra longer la limite sud du lot, avoir une largeur minimale de 5 mètres sur toute la profondeur du lot, jusqu'au lot destiné à devenir municipal. Ce droit ne constitue aucunement une cession de la contribution. Cette servitude ne permettra aucun aménagement public destiné au passage ou à la circulation des personnes autres que celles de la municipalité. Les frais reliés à la création de la dite servitude sont à la charge de la municipalité. Donc, je propose également d'autoriser la greffière à signer la promesse de cession ainsi que la promesse de servitude, de mandater les notaires Gérin, Pomerleau, Crépeau incorporés afin de rédiger et de publier l'acte de transfert de propriété et l'acte de servitude. À cette fin, le Conseil autorise une dépense au montant estimé de 2 400 $, puisé à même le fonds général, et d'autoriser la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante et la greffière à signer le contrat d'acquisition et l'acte de servitude. Bien, ça complète ce point, M. Brisson? Oui. Merci beaucoup. Passons à la fabrication d'enseignes municipales. J'invite la conseillère Martine Javla à prendre la parole pour nous faire une proposition. Oui, merci. Donc, c'est un projet qui s'étale sur plusieurs années pour remplacer toutes les affiches sur notre territoire et qui vont avoir toutes la même facture et le même aspect visuel, finalement. Donc, on va commencer par l'installation d'enseignes municipales pour les 3 parcs, le parc de l'Érablière, le Montagnier et le parc Amel. Donc, la municipalité désire faire fabriquer ces 3 enseignes dans les 3 parcs que je viens de mentionner. Il y a eu une demande de prix qui a été effectuée auprès de 3 entreprises pour la fabrication et l'installation. Donc, on a eu l'entreprise Publiform Inc. et Production Visuelle Inex Inc. qui ont déposé une soumission. Qualitech n'a pas répondu. Donc, conformément au règlement numéro 966 sur la gestion contractuelle, c'est l'entreprise Production Visuelle Inex Inc. qui est le plus bas soumissionnaire. Donc, je propose de mandater cette entreprise pour fabriquer et installer ces 3 enseignes dans les 3 parcs, tel que prévu à la soumission qui est datée du 29 septembre 2024 et qui porte le numéro 8393. Donc, le Conseil autorise une dépense de 28 966,69 $ sous toute taxe incluse, qui inclut les pieux et l'installation. Et on se laisse une petite marge pour autoriser le coordonnateur à l'urbanisme à dépenser un montant maximal de 5 000 $, suivant si on constate qu'à l'installation, on doit faire des socles de béton, dans le sens où on ne pourrait pas les mettre suffisamment profondément dans le sol. Nous avons plein de roches dans le coin. Donc, les 10 montants sont puisés à même de se cumuler. Voilà. Les gens de terrain ici présents. Merci. Merci beaucoup. Alors, à suivre, en 2025, ça nous amène à procéder à une proposition, une résolution qui est présentée par ma collègue Mme Blais concernant la collecte de matières résiduelles. Concernant l'achat de bacs. Ah, c'est Donc, la municipalité a implanté la collecte mécanisée obligatoire en 2008. Et pour ce faire, la municipalité vend les bacs identifiés pour toute nouvelle construction et procède à la réparation des bacs sous garantie. Et d'avoir un inventaire minimum pour répondre aux besoins de la population. Donc, je propose d'autoriser la coordonnatrice en environnement à acheter de la compagnie USB Lubac 40 bacs de couleur charcoal de 240 litres destinés à la collecte des matières pour l'enfouissement et 40 bacs de couleur bleue de même dimension destinés à la collecte des matières putrescibles. Le tout pour un montant de 9 927,12 $, toutes taxes incluses, comprenant les impressions, couvertes, tiges et livraisons, montant puisé à même le fonds général. Merci beaucoup. Donc, cette autorisation étant faite, passons maintenant des programmes d'aide à la voirie. Donc, j'invite M. Lauzon à nous faire la proposition. Alors, il s'agit de textes préétablis par le ministère des Transports. Je
je vous en dispense un peu. Les deux se ressemblent, alors je vais les traiter un peu simultanément. Donc, le tout est sous la responsabilité de Louis Caron, qui est notre ingénieur municipal. Il s'agit d'un programme d'aide à la voirie locale et que M. Caron s'engage à les respecter. Alors là, c'est considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétences municipales et admissible à ce programme, considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. On parle de travaux déjà effectués, puis ça traite, c'est pas écrit, mais ça traite du chemin des bûcherons où on a répandu pour à peu près 450 000 chemin Simoneau. On aimerait ça que ça soit sur les bûcherons. C'est bûcherons. Il y a déjà sourire. Mais le chemin des bûcherons, oui, ça part, hein, je vous assure, on a fait 1 million il y a 2 ans. Bon. Alors, considérant que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée et à la fin de la réalisation des travaux, plus tard le 31 décembre de l'année civile, je vais passer à l'autre. Je propose que le Conseil approuve les dépenses au montant de 444 719 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais minéraux mentionnés sur le chemin Simoneau. Alors, la deuxième, le 6.2, s'adresse aux mêmes travaux, mais cette fois-là dans un programme d'envergure, d'amélioration d'envergure et supranationaux. Et c'est la même résolution que je propose. C'est donc que la municipalité approuve des dépenses comme l'autre de 444 000 sur le chemin Simoneau. Voilà. C'est pour la reddition de compte? C'est sur la reddition de compte pour les travaux déjà faits pour aller chercher la subvention. Voilà. Ce qui n'est pas indiqué dans les résolutions, c'est les montants d'aide financière qu'on a eus. Donc, oui, la dépense totale est de 444 000, mais la première résolution couvrait une aide financière d'à peu près 60 500 et la deuxième, c'était 10 000 répartis sur 3 ans. Donc, pour supplément d'information, on parle de 70 000 d'aide financière dans le projet. Merci beaucoup. Alors, en infrastructure, nous avons aussi une résolution ce soir qui concerne le barrage de la Pellicule. Donc, j'invite la conseillère Maryse Blais à nous en faire lecture. Oui. Considérant qu'une étude d'évaluation de sécurité du barrage a été réalisée à l'été 2021, et cette étude-là a révélé que des correctifs devaient être apportés au barrage écluse. Considérant, suite à cette étude-là, il y a eu un mandat qui a été donné au service pour des services professionnels à la firme Tetra Tech en février 2023. Et Tetra Tech a complété les documents, a finalisé justement ce mandat-là, est en train de finaliser, considérant l'article 5 de la loi sur la sécurité du barrage, également l'article 57 du règlement adopté en vertu de cette loi-là, considérant qu'une validation de la conformité des travaux avec les dispositions de la loi sur les pêches et de la loi sur les espèces en péril, doit être réalisée dans le cadre de ces travaux, et considérant finalement que la municipalité désire acquérir l'ensemble des superficies concernées par le barrage en question. Je propose que la municipalité autorise la firme Tetra Tech, la même que fait le mandat professionnel, à soumettre pour et au nom de la municipalité les documents suivants: une demande de modification de structure en vertu de l'article 57 du règlement sur la sécurité des barrages au ministère de l'Environnement du Québec et une demande d'examen de projet en vertu de la loi sur les pêches du Canada pour éventuellement avoir une demande soumise auprès de Pêche et Océan Canada. Que la municipalité s'engage à devenir propriétaire de superficies concernées par le barrage du lac Écluse. À cette fin, que la municipalité, finalement, prépare les ententes à être signées avec les citoyens concernés afin de procéder à l'acquisition des lots concernés par le projet et d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante et la greffière à signer les dites ententes. Excellent. Merci. Je vous avance. 2020. Oui. Merci. Ça nous amène à la prochaine résolution. Peut-être M. Bousquet. Nous allons faire la présentation. Oui, ça touche l'élément, l'item sécurité publique. En fait, ça touche le classement des appels 911 en provenance de la station de ski Montfort. Considérant que la municipalité autorisait par la résolution 2024-10-268 la signature d'une entente intermunicipale relative à divers services en matière d'incendie avec la ville de Magog.
L'entente inclut aussi la fourniture de services de premiers répondants. Considérant que plusieurs appels du 911 mènent à un appel au premier répondant et proviennent de la station de ski du Mont Offord. Ces appels sont codés affectation prioritaire 3 ou priorité 3, un classement qui indique qu'il ne s'agit pas d'un appel d'urgence pour cause de danger pour la vie humaine. Ces appels doivent relever d'une intervention de la patrouille de ski de la station de Mont Offord. Tout skieur peut faire un appel de façon inopportune au 911, circonvenant par cette action l'intervention de la patrouille de ski. Il est préférable que la patrouille de ski prenne en charge ces appels encodés affectation priorité 3, ce qui se fait normalement dans les centres de ski. Donc, je propose de demander au Centre intégré universel de santé des services sociaux d'Estrie de changer le fonctionnement des affectations de code de priorité pour le 4380, chemin du Parc, qui est la station de ski de Mont-Offord. Entre 8 heures, ça va viser, c'est entre 8 heures et 16 heures. Lorsque la station de ski est en activité, seules les affectations de code de priorité 0 et 1, danger pour la vie humaine, seront communiquées au service de sécurité incendie de la ville de Magog. La patrouille de ski sera responsable des situations équivalentes à l'affectation d'un code de priorité 3 durant la même période. En dehors de la période que je viens de mentionner, aucun changement ne sera apporté au fonctionnement des affectations de code de priorité au 4380 chemin du Parc. En fait, c'est pour éviter de faire déplacer des pompiers pour quelqu'un qui a une jambe, un problème de blessure dans les pentes de ski, puis le service de toute façon va être assuré par la patrouille de ski. Merci. Merci. Bon, bien écoute, on a deux derniers points, dans le fond, mais qui concernent le même sujet. Effectivement, c'est lié à notre budget 2025, les taxes et tarifications. Donc, j'invite M. Brisson à prendre la parole. Alors, d'abord, il s'agit d'un avis de motion concernant le règlement numéro 985 relatif à l'imposition des taxes, à la tarification et finalement à la fixation d'un taux d'intérêt sur les arrérages de taxes, le tout pour l'exercice financier de l'année 2025. Alors, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, je donne avis de motion que lors d'une séance ultérieure, ce Conseil prévoit adopter le règlement numéro 985. Ce règlement a pour but d'établir l'imposition des taxes, la tarification et la fixation d'un taux d'intérêt sur les arrérages, le tout pour l'exercice financier 2025. L'avis de motion étant donné, on va quand même vous présenter, en vertu du point 9.1 de l'autre jour, le projet de règlement qui sera présenté à une séance ultérieure. Donc, je ne répéterai pas le titre au complet. Alors, considérant les pouvoirs dévolus aux municipalités, considérant que la municipalité a prévu d'imposer et de prélever annuellement les compensations, les tarifs et les taxes spéciales, considérant que le budget préparé par le conseil municipal prévoit des dépenses de 13 523 743 $ et des revenus égaux à cette somme, considérant qu'il y a lieu en conséquence d'imposer différentes taxes aux fins de payer une partie des dépenses décrétées par le présent budget, considérant qu'un avis de motion de ce règlement a été préalablement donné, ce que je viens de faire, considérant qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 2 décembre, ce que nous sommes en train de faire, et considérant que le présent règlement a été remis aux membres du Conseil et que ceux-ci déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, je vais faire un résumé. Alors, à l'article 3, les taxes foncières générales et les taxes foncières et les taxes spéciales à l'ensemble des citoyens. Alors, sur les terrains vagues desservis, la taxe est fixée à 39 sous par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation. Sur les immeubles non résidentiels, c'est 49,27 sous du 100 $ d'évaluation. Sur les immeubles résiduels, donc c'est le taux de base, on appelle ça résiduel, mais ça touche à peu près tout le monde.
agricole et forestier et 6 logements et plus. On parle de 26 sous par 100 $ d'évaluation. Sur les immeubles industriels, 32,8 sous du 100 $ d'évaluation. La taxe pour les services de police est de 7,43 sous du 100 $. Pour la réserve liée à la voirie, on parle de 4,2 sous du 100 $ d'évaluation. Pour ce qui est de la compensation pour services municipaux, ça, je parle dessus rapidement. On parle d'immeubles qui sont exemptés de taxes, ce qui est plutôt rare à la municipalité d'Orford. Je pense qu'il y en a 2. À l'article 5, les compensations pour l'enlèvement des matières résiduelles, 227,98 $ par logement. Pour le mesurage des fosses septiques et des fosses de rétention, 35,79 $ par propriétaire. Pour les réseaux d'aqueduc et d'égouts, pour le service d'aqueduc, 163,28 $ par unité. Les services d'égout, 176,75 $ par unité. Et on a une longue liste là, pour les unités par immeuble, là, de la façon dont ça s'applique. Je vous en fais grâce. À l'article 8, on parle du déneigement de certains chemins privés. Donc, la compensation générale de base pour les chemins privés de classe 1 et 2 est de 145,09 $ par unité. Et il y a une compensation spéciale pour les chemins privés de classe 2, ou pour lesquels il s'ajoute 83,61 $ par unité. Essentiellement, les chemins de classe 1 et 2 sont énumérés à l'annexe du règlement. Il n'y a pas de changement. Il y a une compensation allégée qui est fixée à 50 % de la compensation générale de base et spéciale. Ça s'applique dans le cas d'un deuxième terrain d'un même propriétaire à certaines conditions qui sont déjà prévues au règlement. On a également une taxe spéciale décrétée par le règlement pour le lot 3 787 272. Donc, on parle de 42,39 $ le mètre linéaire. Donc, on parle du lot des villas des serres. Au niveau des modalités de paiement, il n'y a pas de changement. Au niveau des modes de paiement, aucun changement non plus. Le taux d'intérêt sur les montants non payés est à 10 %. Il n'y a pas de changement non plus. Et finalement, pour les chèques sans provision, des frais de 25 $, c'est conforme au règlement passé. Alors, je propose l'adoption du prochain règlement en question. Merci beaucoup, M. Brisson, pour cette présentation. Ça nous amène à la dernière période de questions. Vous êtes là, dans la salle, avec tous les sujets qui ont été traités. On vous invite, si vous avez des commentaires, des questions, à venir à l'avant. Donc, je vais commencer par... Bonjour. Josée Boily, je suis la citoyenne impliquée dans la contribution pour Fin de Parc qu'on a vu au point 4.6. Je voulais remercier le conseil municipal. Ça a été un gros dossier pour nous. Puis, bien évidemment qu'on n'est pas heureux de remettre 25 % du terrain à la municipalité, mais on a vu que c'était légal puis que vous aviez les règlements qui prévoyaient le faire. Puis, je suis vraiment très contente que le conseil ait pris acte de nos préoccupations puis qu'il ait agi en conséquence afin de... Maintenant, on sait que le lot qui va vous appartenir va quand même avoir pour but de préserver l'environnement. Alors, je pense que vous faites un beau geste pour l'environnement. Puis de notre côté, ben c'est comme un moindre mal, là. On a réussi à s'entendre, puis je veux vraiment remercier l'écoute que le conseil municipal a eu dans notre dossier. Merci. Et la mairesse, ben, tout le conseil. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. L'article 2.7
C'est-tu une impression où il semble y avoir, un peu comme partout ailleurs, un bon roulement de personnel? En effet, votre hypothèse est présente ici. Là. Il y a un bon roulement de personnel. À chaque fois, on pense que ça va durer, mais il y a de la compétition autour. Alors, mais bon, on a réussi quand même à mettre donc pour le roulement du personnel aux travaux publics précisément. Écoutez, c'est une réalité. C'est la norme. Vous avez tout à fait raison. Donc, on va dire, il y a comme du maraudage qui se fait et dans le fond, l'employé qui a quitté l'organisation est retourné envers son ancien employeur qui a fait un offre alléchante qu'il ne pouvait pas refuser. Donc, voilà. Un autre petit point, l'item 4.3, il parlait là, il y avait des photos qui montraient le changement de PIA, là, les vitrines, puis le bois. Ouais. Mais c'est pas déjà bâti, c'est le... Bon, OK. Un projet. Suivez vos Parfait. affaires. Parce que la photo, c'était un exemple. C'est un exemple d'un escalier extérieur. Souvent, ça a l'air d'une maquette, mais là, ça va de l'air. Oui, non, mais je pense qu'une des photos, si vous me permettez, là, oui, je pense qu'une des photos qui était montrée, c'était un projet qui était déjà bâti, pas très loin. Mais c'est pas à démolir, c'est pas bâti. Non, c'est pas bâti. Parfait. C'est la première photo que vous avez vue avec une flèche. Merci pour vos questions, ces précisions. Oui, j'avais oublié, j'avais une question. Je m'excuse, j'avais une question par rapport au dossier. Vous avez mentionné que les frais de notaire seraient absorbés par la municipalité, mais j'ai pas vu les frais d'arpentage. Est-ce que c'est inclus ou parce qu'il faut arpenter le lot qui va être cédé? Ça fait que je sais pas si c'est inclus ou... Quand il y a des contributions, OK, et qu'il y a un morcellement qui est prévu et qu'il y a une cession de terrain à la ville paie également les frais d'arpentage. OK, oui. Fait que ça va de soi, vous n'avez pas besoin de l'écrire dans la résolution, c'est ça? Non. OK, parfait. Merci. Bienvenue. Merci de vous être déplacé. Franchement, là, c'est hyper apprécié, votre intérêt à la politique. On sait que ça semblait, bon, plein de sujets. J'espère que ça vous a plu. Puis je voulais vous dire, ben, dans le fond, on vous remercie. On a souhaité vous revoir le 20 janvier, donc c'est la première séance. Puis effectivement, au nom de mes collègues, on en profite pour vous souhaiter un beau temps des fêtes, la santé, du plaisir et puis de la solidarité et vraiment des belles rencontres entre amis et dans vos familles. Et au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier mes collègues, tout le monde, et les travail, les efforts au cours de l'année, M. le directeur général, M. Lambert, M. Boisvert. Alors, merci, puis au plaisir de vous retrouver. Je prendrai une proposition pour lever l'Assemblée. Oui, je propose de lever l'Assemblée. Merci beaucoup, Mme Bon retour.